Pas de remise en liberté pour Félicien Kabuga, financier présumé du génocide rwandais. La Cour d'appel de Paris a refusé ce mercredi d'accéder à la demande de ses avocats. La Cour rendra sa décision mercredi prochain. Raphaël Niani, le président du tribunal de grande instance de Kinshasa, est mort dans la nuit de mardi à mercredi à Kinshasa. Ce décès provoque un chamboulement dans le procès de Vital Kamerhe. La ville de Minneapolis est restée agitée pour la deuxième journée consécutive. La mort d'un noir après son arrestation par la police a viré en affrontement. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Pas de remise en liberté pour Félicien Kabuga, financier présumé du génocide au Rwanda. La Cour d'appel de Paris a refusé ce mercredi d'accéder à la demande de ses avocats sur le fond, à savoir son transfert devant le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux afin qu'il y soit jugé pour génocide et crimes contre l'humanité. La Cour rendra sa décision mercredi prochain. En attendant, il reste donc en prison à Paris. Reportage. Les avocats de Félicien Kabuga ont invoqué son âge, 87 ans selon lui, et son état de santé pour tenter d'obtenir sa libération. Il est incapable d'effectuer seul un geste de la vie quotidienne, a plaidé son avocat, assurant qu'il n'avait ni l'intention ni la capacité de se soustraire à la justice, et allant même jusqu'à risquer une comparaison avec d'autres accusés célèbres pour crimes contre l'humanité comme le préfet Maurice Papon. Il n'a jamais été en détention provisoire, sauf après avoir violé son contrôle judiciaire, a déclaré Maître Bayonne, proposant donc que son client soit plutôt qu'en prison, placé en résidence surveillée chez un membre de sa famille. Argument rejeté par la Cour qui a suivi les réquisitions du parquet, pointant notamment le risque de fuite de la part d'un accusé qui a passé plus de 20 ans en cavale. S'il n'est pas en état de partir en courant, il est en état de se faire procurer de faux papiers, on l'a vu, et de se faire exfiltrer, le soutien des siens étant sans limite, a déclaré l'avocate générale Clarisse Taron, pointant aussi le risque de troubles à l'ordre public en cas d'annonce de la libération de Félicien Kabuga. Rendez-vous le 3 juin prochain pour le délibérer. En attendant, Félicien Kabuga reste en prison. À noter que le procureur du mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux a saisi le président de ce mécanisme pour demander que, compte de l'épidémie de Covid-19, Félicien Kabuga soit transféré non pas à Arusha comme mentionné sur le mandat, mais à La Haye. La question n'a pas encore été tranchée. Au Zimbabwe, 3 militantes de l'opposition qui accusent la police de les avoir enlevées et torturées vont être poursuivies. Elles sont accusées d'avoir participé à une manifestation interdite en période de confinement anti-coronavirus. Les précisions à travers cet élément. Les 3 militantes de l'opposition zimbabwéenne, la députée du mouvement pour un changement démocratique, Joanna Mamombe, et 2 autres membres du parti qui avaient récemment accusé la police de les avoir enlevées et torturées, seront bientôt poursuivis devant la justice. Mardi soir, la police s'est déplacée à l'hôpital de la capitale Harare où elles sont en convalescence pour leur annoncer son intention de les poursuivre pour violation des règles du confinement, leur reprochant d'avoir participé à une manifestation interdite en période de pandémie de coronavirus. Le rassemblement auquel participaient les 3 jeunes femmes le 13 mai dernier visait à dénoncer les difficultés de nombreuses familles qui peinent à manger à leur faim depuis l'instauration fin mars dernier du confinement contre la pandémie de Covid-19. Elles avaient disparu lors de cette manifestation avant d'être retrouvées 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 15 mai dernier, grièvement blessées en bordure d'une route des faubourgs de la capitale Harare. Le MDC, principal parti de l'opposition, avait alors accusé, sur la foi de leurs témoignages, la police de les avoir arrêtés, frappés et torturés, des allégations catégoriquement niées par le gouvernement. Raphaël Niani, le président du tribunal de grande instance de Kinshasa, est mort dans la nuit de mardi à mercredi à Kinshasa. La première conséquence de ce décès du magistrat en charge du procès Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, va être la désignation d'un nouveau juge.
Le magistrat qui présidait le tribunal en charge du procès de Vital Kamerhe, figure centrale de la vie politique congolaise, est décédé subitement dans la nuit de mardi à mercredi à Kinshasa. D'après les explications d'un responsable de la police de Kinshasa, le colonel Miguel Bagaya, vers 2h, soit 1h GMT, il a eu des malaises et on l'a conduit au centre hospitalier Onganda. Il a succombé des suites d'une crise cardiaque. Un de ses neveux a précisé qu'en le transportant à l'hôpital, sa femme disait que son cœur ne battait déjà plus. Nous avons demandé l'autopsie et nous attendons, a-t-il ajouté. Après l'annonce de sa mort, la situation était tendue autour de la résidence du juge. Des jeunes s'étaient mobilisés ce matin. Des barricades avaient été placées avant que la police ne se déploie et fasse usage de gaz lacrymogène pour disperser la dizaine de manifestants. Par ailleurs, le décès du président du tribunal de grande instance de Kinshasa n'entache en rien la poursuite du procès de Vital Kamerhe. Selon une source judiciaire, le procès va se poursuivre. Il y aura bel et bien audience le 3 juin prochain et il n'y a pas de débat là-dessus. En levant lundi dernier la deuxième audience de ce procès sans précédent en RDC, le défunt Raphaël Nyanyi avait lui-même fixé la prochaine au 3 juin devant le tribunal de grande instance. Avec 2 co-accusés, Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est poursuivi pour le détournement présumé de quelques 50 millions de dollars de fonds publics. Lesquels fonds sont destinés à la construction de logements sociaux sous forme de 4500 maisons préfabriquées à partir de matériaux importés de Turquie. Au Soudan, les autorités ont demandé le retrait de la mission de l'ONU au Darfour. Elles souhaitent la remplacer par une force au mandat beaucoup moins robuste, sans casque bleu ni policier. Le retrait de la mission des Nations Unies au Darfour a été demandé ce mardi par le chef du Conseil souverain, le général Al-Bourhan. C'est la dernière d'une série de déclarations des autorités pour exiger le départ de la MINUAD. Des militaires, des ministres et même le chef du gouvernement veulent que la MINUAD plie bagage. Ils souhaitent la remplacer par une force au mandat beaucoup moins robuste, sans casque bleu ni policier. Le Premier ministre Hamdok a même écrit au Conseil de sécurité pour que la future entité soit dotée d'un statut beaucoup plus souple qui l'empêcherait notamment de protéger physiquement les civils. Pour le chercheur Ahmed Adam, l'armée ne veut plus que l'ONU interfère avec ses opérations dans les zones de conflit. Une présence onusienne faible entraînera aussi un affaiblissement du pouvoir civil face aux putschistes, dit-il, notamment après les élections. Sauf que des associations et groupes armés du Darfour, ainsi que des dizaines de représentants civils, ont multiplié déclarations et pétitions pour le maintien des casques bleus. Tous rappellent que la révolution n'a pas mis fin à la crise du Darfour. Au contraire, depuis le début de l'année, les combats souvent tribaux ont fait des centaines de morts. Déployée depuis 2007, la MINUAD comprend plus de 6500 hommes, casques bleus et policiers. Son avenir sera tranché fin octobre par le Conseil de sécurité qui décidera de sa prolongation ou de son remplacement par une autre entité. La ville de Minneapolis est restée agitée pour la deuxième journée consécutive. La mort d'un noir après son arrestation par la police a viré en affrontement. Des heurts ont opposé dans la nuit de mercredi à jeudi la police à des manifestants. Le chef de la police de la ville de Minneapolis, dans le Minnesota, situé au nord des États-Unis, avait demandé aux manifestants de garder leur calme pour ne pas connaître les mêmes débordements que la veille. Mais des échauffourées ont éclaté dans la nuit. Des manifestants ont mis le feu à un magasin de pièces automobiles et pillé une boutique à proximité du commissariat où travaillaient, avant leur licenciement mardi, les officiers accusés du meurtre de George Floyd. La police a tiré des gaz lacrymogènes et formé une barricade humaine pour empêcher les manifestants de franchir une clôture entourant le commissariat.
commissariat. Le gouverneur du Minnesota a incité mercredi soir sur Twitter les manifestants à quitter la zone, avertissant d'une situation extrêmement dangereuse. Le maire de Minneapolis, lui, a demandé d'envisager de déployer la garde nationale. Alors qu'incendies et pillages se poursuivaient dans la nuit près du commissariat, un homme est décédé après avoir été touché par balle à proximité des manifestants, a annoncé la police, qui a arrêté une personne. Des manifestations pacifiques se sont déroulées dans 2 autres endroits de la ville, notamment sur le lieu où est mort George Floyd, pour rendre hommage à cet Afro-Américain de 46 ans, décédé après une arrestation brutale, dont la vidéo est devenue virale. Lors d'une interview, la militante féministe tunisienne Boshra Belhadj a encouragé les gens à réfléchir sur soi, à réfléchir sur les rapports familiaux, à réfléchir également sur les violences. Cette vidéo fait partie d'une série d'interventions appelée également Le Monde d'après, qui se penche désormais sur la vie après la pandémie du coronavirus. Non, ce confinement a été plus qu'un accélérateur des violences à l'égard des femmes, parce que je crois que les hommes, déjà, n'acceptaient pas que les femmes accèdent à l'espace public, mais se voir, eux, obligés d'être dans un espace réservé aux femmes, ils ont eu du mal, beaucoup d'hommes ont eu du mal à l'accepter. Moi, je trouve que c'est l'occasion ou jamais pour inciter les gens à réfléchir, vraiment à réfléchir sur soi, à réfléchir sur les rapports familiaux, à réfléchir sur les violences et à s'exprimer, non pas en tant que ministre concerné, en tant qu'État, sur la question des violences à l'égard des femmes. Ça ne peut pas continuer comme ça, ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire que la prochaine crise de cette pandémie ou autre, on verra des catastrophes encore peut-être plus dramatiques. On a vu aujourd'hui. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.